J'ai perdu plus de 20 kilos en quelques mois. On pourrait croire que c'est un régime qui marche super bien, hein. Non, c'est une maladie, ça s'appelle l'anorexie. J'étais au point de manger plus que 2 myrtilles par jour. Bonjour, je m'appelle Julia Fleury, j'ai 18 ans et j'ai souffert d'une anorexie très très sévère et c'est pour ça que je vais participer à cette vidéo pour un peu sensibiliser sur les troubles alimentaires. Donc j'ai 18 ans et au cours de l'année passée, j'ai été hospitalisée 3 fois pour anorexie. Pour moi, les troubles alimentaires, c'est vraiment quelque chose de vécu et c'est bien plus qu'un caprice de petite gosse qui ne veut pas manger ou comme ça parce que, en vrai, oui, on se fait du mal par rapport à la nourriture, mais notre trouble, il est bien au-delà de ça et ça, c'est ce que les gens, ils ne comprennent pas. C'est souvent, moi, par exemple, c'est par rapport à des traumatismes passés et ça s'est développé à mes 17 ans, mes troubles alimentaires, enfin plutôt à mes 16 ans, mais à mes 17 ans, j'ai vraiment touché le fond. Et en fait, justement, les gens ils pensent ah, tu manges, mais tu vas mieux. Ah, mais tu manges normalement, c'est bon. T'as mangé une pizza, t'es guéri. Alors que ça a rien à voir avec la nourriture en fait. C'est oui, on va se focaliser sur ça. Par exemple, moi je savais que la nourriture c'était vraiment la chose qui allait marquer ma famille si je ne mangeais pas, si je me laissais mourir en fait. C'était vraiment la chose qu'ils allaient voir que j'ai eu mal. Et au bout d'un moment, on contrôle plus. En fait, d'abord, c'est pas forcément l'idée de maigrir ou au début, on veut juste peut-être perdre 3 kilos. Et après, en fait, on remarque qu'on peut plus s'arrêter et on a envie de reprendre du poids. On a envie de réussir à manger, d'aller boire une bière avec ses amis, si on nous propose une crêpe partie, de pas dire non. Et en fait, on peut pas parce que le poids, il est devenu genre juste obsédant, alors qu'à la base, ça partait pas du tout du poids ni de la nourriture, mais c'est quelque chose qui est venu obsédant parce que c'est pour contrôler autre chose, peut-être pour avoir le contrôle sur quelque chose qu'on n'a pas eu avant. Et
en fait on se focalise tout sur ça pour oublier nos autres problèmes. Donc je dirais que les troubles alimentaires, ça part vraiment pas de l'alimentation en soi. Et ça, c'est ce que les gens ils oublient souvent. Ou c'est comme les gens qui disent ah mais t'as repris du poids, c'est bon, ça va forcément mieux. Non, ça va pas forcément mieux si j'ai repris du poids, si je mange. Dans ma tête, c'est peut-être toujours le chaos. Peut-être je mange et après il y a cette voix dans ma tête qui me dit mais pourquoi t'as fait ça? Va te faire vomir, va courir ou comme ça. Et les gens, ça, ils en savent rien. Ils pensent juste c'est bon, tu manges, t'es guéri. Tu manges pas, t'es hyper malade. Et aussi les gens, ils voient beaucoup par rapport au poids en fait. Pour eux, l'anorexie, tu dois être vraiment en danger de mort pour être anorexique. Genre les hospitalisations, pareil, il faut vraiment être à un poids très très bas pour être hospitalisé. Et moi, je me demande si on m'avait hospitalisé quand j'avais un poids un peu plus haut, si mon cerveau il fonctionnait bien encore et tout, peut-être ça aurait été plus facile pour sortir du trouble. Et ça, les gens ils comprennent pas souvent qu'en fait on peut être anorexique à n'importe quel poids, on peut être en sous-poids pour notre poids. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, par exemple, on a un poids de base qui doit être à 56 kg, imaginons, et qu'on fait peut-être 49 kg. Dans ce cas, on est dans la norme, mais c'est pas notre poids de base, on est en sous-poids pour notre poids de forme de base. Et ça, les gens, ils oublient souvent. Et comme quand j'ai été hospitalisée, j'ai plein d'amis qui m'ont dit mais tu sais, moi j'ai été anorexique, mais en fait les gens ils l'ont pas vu parce que c'était des écarts de 8 kilos. Et je me sentais pas légitime d'en parler ou comme ça. Et alors que c'était des amis proches et moi non plus, j'avais rien vu sur elles. Et je trouvais ça un peu horrible. Donc au lieu que les gens qui pensent c'est vraiment que lié à la nourriture et à la nourriture et au poids, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, c'est surtout lié à nos émotions, nos sentiments. Et on rejette tout sur ça et au bout d'un moment, on n'arrive plus en fait à s'en sortir parce que c'était notre seule façon de nous en sortir. C'était comme un échappatoire, ça nous a sauvés de pas mal de choses. Et après, on remarque surtout que ça nous coupe de notre vie sociale en fait. Donc ensuite, cela vous parle-t-il? Comme j'ai dit, je l'ai bien vécu, j'ai rencontré des gens le vivant. Et c'est vraiment dur parce qu'on voit la souffrance en fait de tout le monde. En plus de notre souffrance, on fait souffrir les autres. Et ça, les gens, aux alentours, ils se rendent pas compte, ils sont en mode mais mange pour aller mieux. Mais il n'y a pas que moi qui va pas bien, il y a ma famille maintenant qui va pas bien, il y a tout le monde qui va pas bien. Et en fait, on se rend pas compte en se mettant mal nous-mêmes, on rend en fait beaucoup de gens mal. Et on a envie que ces gens aillent mieux, mais on n'a pas forcément envie de nous d'aller mieux. Et ça, c'est aussi très difficile, je dirais. Quelle définition, image en donneriez-vous? Moi, ce que je dirais, c'est qu'on est vraiment enfermé parce qu'on a cette envie de sortir, on a cette envie de retourner avec nos amis, cette envie, mais on a une peur constante. C'était comme si on était enfermé dans notre peur et qu'il fallait sortir de ça, en fait. Donc, je dirais que c'est un peu comme une cage dorée, l'anorexie, parce qu'on est protégé de nos émotions, on ressent plus rien. On est vraiment protégé, c'est une cage dorée, tout va bien parce que en fait on mange pas, on est dans notre vie, mais il n'y a plus rien qui compte autour. Et on est protégé des autres, du monde extérieur quand on est dans notre trouble. C'est comme s'il n'y avait plus que ça qui comptait et que plus rien d'autre pouvait nous atteindre et qu'on était plus fort que les autres parce que personnellement, j'arrivais à ne pas manger pendant des jours, aller au fitness, faire des heures de cardio sans avoir rien mangé de la journée. Et en fait, je me sentais juste forte, invincible et que personne pouvait me battre et que personne pouvait me toucher et que plus personne pourrait me faire du mal dans ma vie, j'étais trop forte. Alors qu'en fait j'étais juste en train de m'auto-détruire, de me tuer, mais je me sentais juste trop forte. Mais je dirais que c'est une cage dorée justement parce qu'on se sent bien, on se sent confortable et en fait on n'a pas vraiment... On a l'envie d'en sortir mais on sait qu'on va souffrir en sortant et du coup on n'a pas envie de sortir de cette cage. Une deuxième image que je dirais que c'est plus pour la famille ou les médecins ou comme ça, c'est mon papa, il m'a dit une fois ça au téléphone quand j'étais hospitalisée et que je lui ai demandé de me sortir de l'hospitalisation. Il m'a dit Julia, c'est comme si t'es au fond d'une piscine et que t'es en train de te noyer et que t'as la main tendue et que j'ai juste à te prendre la main pour te sortir de là, mais que quelque chose m'empêche de te prendre la main. Et c'était vraiment ça parce que même si nos proches, nos médecins, ils vont tout faire pour nous aider, ils peuvent rien faire pour nous. La cuillère, on peut nous la mettre dans la bouche, on peut nous faire manger, mais c'est nous qui avons choisir de garder la nourriture ou pas, d'aller courir ou pas. C'est à nous de choisir parce qu'on peut, d'après moi, subir 6 hospitalisations ou ne pas en subir du tout. Mais en fait, la décision, elle doit venir de nous. Les autres, ils peuvent nous aider, ils peuvent être là pour nous soutenir, être une main sur notre épaule.
mais ils vont jamais nous faire aller mieux réellement et c'est à nous de nous en sortir de cette maladie. Et la définition que je donnerais à l'anorexie en fait, c'est avant tout, c'est pas une perte de poids excessive, un refus de manger ou quoi que ce soit, non. Ce serait une perte de plaisir, de contacts sociaux et juste un énorme renfermement, un énorme mal-être. Et après, oui, il y a peut-être ce côté, on va reporter sur la nourriture, sur le poids, mais avant tout, c'est vraiment se couper du côté social et un mal-être permanent d'après moi. Donc, comme je vous l'ai dit avant, la maladie c'est pas anodin, c'est pas un jour on se dit j'ai plus envie de manger, je ne mange plus et j'ai juste envie d'être fine. Genre d'après moi, vraiment vraiment pas. Ben, dans la plupart des cas, cette maladie ça vient d'abus ou de choses qui se sont passées pendant l'enfance, de traumatismes. Mais également cette maladie ça peut partir des diètes en fait. Genre c'est vrai qu'il y a certaines filles, pas des filles, des garçons, tout le monde qui commence un régime et on se rend pas compte à quel point c'est dangereux parce qu'on arrive à un moment où on n'arrive pas à s'arrêter et c'est pas de notre faute parce que en vrai quand on commence un régime, on perd du poids et on recommence à manger normalement, on reprend du poids. C'est dans la logique des choses et du coup on n'arrive plus à remanger normalement et du coup on reste en déficit calories, on continue de perdre du poids et en fait, les régimes, c'est vraiment super dangereux. On se rend pas compte. J'avais lu un livre sur ça et ça m'a fait peur comme c'est dangereux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes filles particulièrement qui vers l'âge de, je sais pas, ça peut être tôt, vers 13 ans, vers 16 ans, qui veulent vite perdre un peu de poids. Et c'est à ce moment-là que ça devient vraiment super dangereux parce que c'est perdre un peu de poids, mais jusqu'à ne plus s'y arrêter en fait. Voilà, donc d'après moi, les causes principales sont d'abord des traumatismes, peut-être des remarques reçues, euh, mais aussi les régimes et les diètes, faut pas les négliger. Je pense qu'on vit dans cette société en fait où l'orthorexie, donc c'est le trouble de manger vraiment sainement et de plus s'autoriser en fait certains produits, il faut manger dans un ordre précis. Enfin, c'est vraiment un trouble qui est en fait à la limite valorisé. On est dans une société où la maigreur est valorisée, où manger sainement est valorisé, et qu'en fait, être en bonne santé, c'est même plus valorisé. Quand j'ai vu, une fois, c'était une mannequin grande taille qui avait un IMC qui était en sous-poids. Donc en fait, on est vraiment dans une société où la maigreur, qui est synonyme de maladie, est en fait valorisée. Comment vit-on avec? Alors là, c'est vraiment une question vraiment difficile parce que je suis passée par tous les stades. Je suis passée par le stade où vraiment j'étais dans le déni. Je mangeais quasiment plus rien, mais pour moi, j'étais pas anorexique parce que je me faisais pas vomir et j'adorais la nourriture. Donc pour moi, c'était pas de l'anorexie et j'acceptais absolument pas d'être anorexique. Mais ma vie réellement, c'était ne pas dormir la nuit, ressentir des crampes, des crampes, des crampes tout le temps. Le matin avant d'aller au lycée, je gelais, j'avais froid, on a froid tout le temps, je mettais alors mon leggings, je mettais peut-être 4 pulls, ma doudoune c'était l'hiver donc heureusement personne ne voyait parce que j'étais vraiment sous des énormes couches mais c'était l'hiver, j'avais froid, 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 je sentais mes os contre les chaises des cours, enfin c'était horrible, j'avais plus d'énergie pour monter les escaliers mais par contre je m'infligeais toujours du sport à outrance. Le matin je mangeais 2 myrtilles, des fois une fraise, des fois une demi-orange, c'était vraiment rien du tout. Le midi, en général, c'était une ratatouille si je la jetais pas. Donc c'était vraiment horrible. Et le soir, j'étais arrivée à un point où des fois j'allais dormir au lieu de manger. Ou sinon, je m'asseyais à table, je mangeais pas. Ou je mangeais une feuille de salade et une pâte. Enfin, c'était vraiment un point. Mais ça, c'était même pas plus l'horreur pour moi parce que je ressentais plus la faim de toute façon. Donc pour moi, c'était pas vraiment un problème à ce moment-là. Le problème, c'était vraiment la détresse, je pense, dans les yeux de ma mère, de mon père. Les pleurs constants. Moi, je pleurais. Eux, ils pleuraient, ils en pouvaient plus. Ma mère, elle m'a sorti des choses comme j'ai déjà perdu ma mère, maintenant il va falloir que je perde ma fille. Et c'était vraiment horrible pour les proches et pour les gens qui me dévisageaient dans la rue. Et moi, j'ai perdu très très vite. Donc il y a
pas forcément tout le monde, enfin les personnes que je voyais pas tous les jours et tout, ils se sont pas forcément rendus compte. Mais par exemple, des remarques d'une fille de ma classe dans le bus, genre t'as pas un peu trop maigri, ça va. Ou les profs qui veulent parler après le cours et t'as juste envie de partir, de rentrer chez toi et de te mettre sous la couette. Et quand tes amis te demandent pour sortir, aller boire une bière, ben, tu veux juste pas parce que il y a de la calorie, il y a des calories dans la bière, il y a plein de choses et tu ne veux pas, tu veux juste rester dans ton lit chez toi, voir personne et pleurer toute la soirée. Et c'était un peu ça. Après, il y a eu le moment de l'hospitalisation où je me suis sentie abandonnée, envie de pleurer tout le temps, sentie gavée, traitée comme un animal. Enfin, c'était vraiment aussi difficile ces moments-là et j'ai fait 3 hospitalisations bien différentes. Il y en a une qui s'est bien passée, mais il y en a certaines, c'était vraiment, vraiment l'horreur et on se sent vraiment seul en fait. On se sent seul dans notre maladie car, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde est là pour nous aider, mais personne ne peut faire le travail à notre place. Et il y a toujours quand même cette petite voix dans notre tête qui va nous détester de manger, qui va nous faire culpabiliser. Et ça, c'est vraiment l'horreur à vivre au quotidien. Et le pire, c'est aussi quand on guérit, ben, on commence à manger ou ben, normalement, et on a toujours cette voix. Et c'est horrible. Et justement, il y a ces fois où on va ressentir l'extrême hunger. C'est une faim juste extrême et on va devoir manger beaucoup plus que les autres. On n'a pas envie de se l'autoriser. On comprend très bien que notre corps il a un énorme déficit calorique depuis hyper longtemps et qu'il en a besoin, mais on n'aura jamais envie de se l'autoriser, de se dire voilà, et on se sent juste anormal et se dire pourquoi je peux pas être comme tout le monde, pourquoi je peux pas manger comme tout le monde, pourquoi moi s'il y a un gâteau j'ai l'impression que je dois le finir en entier pour être satisfaite alors que quelqu'un de normal pas. Et ça on se dit pendant la guérison c'est horrible parce qu'en plus on a toutes ces pensées maladives qui viennent et personnellement pour moi c'est très dur parce que des fois j'arrive dans un cycle où c'est de nouveau de la restriction et manger beaucoup et on a juste envie de trouver un équilibre et d'être comme tout le monde. Il faut peut-être accepter pendant un moment de ne pas être comme tout le monde, d'avoir besoin de plus et de se sentir anormal ma foi alors que c'est ce qui est normal pour nous, mais on se sent anormal parce que on se sent constamment jugé par les autres et parce qu'on mange pas et enfin on se sent constamment jugé et on a l'impression de plus être nous et de juste pas être normal et ça c'est vraiment l'horreur d'après moi. Qu'est-ce qui peut être le plus difficile à gérer pour vous? Donc pour moi, je pense que c'est vraiment d'accepter que j'ai faim, en fait. Genre, c'est vraiment dur, mais par exemple, je suis à table, j'ai une assiette, et des fois, si j'ai plus faim que mon assiette, j'ai pas envie d'accepter cette faim. J'ai envie de me dire non, t'as pas faim, maintenant tu dois ne pas manger, c'est déjà beaucoup, t'as déjà mangé une assiette, tu te rends compte, tu mangeais 2 myrtilles par jour certaines journées, tu peux pas manger plus qu'une assiette, et des fois on a envie de se resservir, et en fait je sais que cette voix dans ma tête, c'est pas moi, c'est clairement, clairement pas moi. Et ce qui est aussi dur à gérer, c'est peut-être quand les autres ils font du sport, genre j'en ai fait beaucoup alors que j'étais vraiment sous-poids, en danger de mort, et là, j'ai décidé d'arrêter parce que j'arrivais pas à reprendre du poids et il fallait vraiment que j'arrête le sport. Et je pense que c'est vraiment difficile de voir les autres faire du sport ou souvent de voir les autres manger des choses qu'on ne s'autorise pas, de voir qu'en fait juste les autres vivre, ça c'est vraiment super dur. Moi j'ai 2 frères et des fois je me compare beaucoup avec eux par rapport à leur vie sociale parce qu'ils ont une vie sociale qui est juste des fois 1000 fois meilleure que la mienne et que moi c'est vraiment compliqué encore par moments. Et je me compare beaucoup aux autres et je me dis toujours que les autres ils sont meilleurs, que les autres ils arrivent ci, ils arrivent ça, alors que moi je suis genre bloquée ou je peux pleurer devant un yaourt par moment. Et je me dis non mais c'est une blague, enfin pourquoi les autres ils sont comme ça? Et alors ça c'est vraiment dur, je pense que la comparaison c'est un poil plus dur. Genre avec ma maman j'ai beaucoup comparé et c'était vraiment malsain de comparer parce qu'on fait pas la même taille, elle a pas les mêmes besoins que j'ai et elle a surtout pas le besoin de reprendre du poids, elle est pas malade, et je suis malade, faut se le dire, et c'est dur en fait. C'est aussi dur d'accepter d'être malade parce que pendant longtemps j'étais dans le déni. D'abord j'étais pas malade, j'étais pas anorexique, pas du tout. Et après, d'après moi, même si j'avais absolument pas un poids sain, j'étais guérie parce que je remangeais des assiettes. Mais je prenais pas de poids, mais j'étais guérie d'après moi. Donc en fait, c'est d'accepter vraiment la maladie, d'accepter certains mécanismes qu'on a et d'accepter ses faiblesses aussi et par-dessus tout, comme j'ai dit, la comparaison avec les autres, je pense que c'est le plus dur. Ce qui est aussi dur, c'est les remarques des autres. Ça, les gens ils se rendent pas forcément compte, ils veulent juste être gentils et nous aider ou dire oh c'est joli, t'as repris des joues, t'as l'air mieux comme ça, ou ah c'est bien, tu manges, et ce genre de choses, c'est juste l'horreur.
vraiment c'est l'horreur. Maintenant moi j'arrive super à les accepter, ça va vraiment mieux, mais j'avoue qu'il y a des moments où j'étais très bas et juste on me disait t'as l'air d'aller mieux, t'as l'air d'avoir repris du poids, ou ah c'est bien t'as mangé ça, bah ça faisait peut-être que je mangeais plus, enfin je réduisais vraiment drastiquement pendant 2 jours mes portions, j'avais l'impression que je devais reperdre du poids parce que waouh, selon les gens j'avais les meilleurs joues, ou alors que c'était censé être bien intentionné. Et ce qui était aussi super super dur, c'est que je supportais pas qu'on me touche mon corps, genre au plus bas de ma maladie, ma maman elle pouvait pas mettre sa main sur mon épaule. J'allais péter un câble si on touchait mon épaule ou qu'on me touchait tout simplement, je pétais un câble, je pouvais juste pas. En fait, les contacts physiques, les contacts sociaux, y a rien qui était possible à ce moment-là de ma maladie. Et ça c'était très compliqué. Et comme je l'ai dit, les remarques des autres souvent c'est horrible. Et en voulant bien faire, les autres, souvent ils se rendent pas compte, mais ils font mal parce qu'avant d'être un trouble alimentaire, avant d'être juste un poids, on est une personne. Et ça, les gens, ils l'oublient souvent. Moi, je dirais, si on le remarque vite, mais vraiment direct, prendre les choses en main. Moi, mes parents, c'est ce qu'ils ont fait, mais je suis tombée sur une psy qui m'a absolument pas aidée au début. Et j'acceptais vraiment pas ma maladie. Et ça, c'était vraiment difficile. Mais je pense mieux vaut prendre les choses en main vraiment vraiment très tôt que attendre, parce que chaque fois ça s'empire et on arrive à un point où en sortir ça paraît juste impossible, ça paraît une montagne. Quand on nous dit oui donc tu dois prendre 20 kilos alors que t'arrives pas à manger, ça paraît juste impossible. Et je pense que si on voit que quelqu'un a cette maladie, il faut s'y prendre vraiment vraiment rapidement. Mais après, par rapport à ça, j'ai envie de dire qu'on est tous différents, parce qu'il y a des cadres de thérapie, même de manger des plans alimentaires. Mais moi, ça me convient absolument pas, ni les thérapies, ni les plans alimentaires. Enfin, c'est vraiment pas mon truc. Mais je pense qu'il faut vraiment demander à la personne qu'est-ce que tu as besoin pour aller mieux. Genre, clairement, moi, je vais vous le dire, j'étais à une période où j'avais juste besoin qu'on m'emmène loin d'ici. Qu'on me prenne, que ma maman elle me prenne par la main et qu'elle m'emmène 2 mois loin d'ici et qu'elle me rapprenne à manger. Enfin, je sais pas comment dire, juste me sauver de ça. Et en fait, souvent on n'y pense pas, on veut aller dans un truc trop théorique. Mais je pense qu'il faut demander vraiment à la personne comment je peux t'accompagner, comment je peux t'aider. Et parce que c'est vrai, moi, j'arrivais plus à manger, mais j'avais plus envie de continuer de maigrir, j'avais pas cette envie de mourir. J'avais du mal-être, j'étais pas bien, mais j'avais pas envie de me laisser mourir non plus. Et j'avais juste besoin de réapprendre à manger et qu'on m'aide. Et on m'a jamais vraiment demandé qu'est-ce que j'avais besoin de moi, mais on a plus cherché à comprendre quoi. Ou par exemple, on m'a obligée à faire certaines hospitalisations, surtout la dernière, alors que je savais dès le départ que ça allait pas marcher, que c'était vraiment pas le lieu où je devais être. On m'a laissé pendant 1 mois perdre du poids pendant cette hospitalisation. Et c'était horrible parce que je savais moi-même au fond de moi que ça allait pas marcher. Je l'avais dit à mes parents, je l'avais dit, mais selon les médecins, il fallait que je reste, selon les psys, il fallait que je reste. Et du coup, ils m'ont laissé 1 mois perdre du poids. Et je pense que on n'écoute pas souvent la personne. Après, c'est vrai que c'est dur si la personne, elle est dans le déni et elle veut pas le montrer. C'est vraiment dur de lui faire accepter. Mais je pense que chaque cas de trouble alimentaire, d'anorexie est différent. Il n'y a pas un seul cas qui se ressemble et on n'a pas les mêmes besoins. Il y a des filles, elles vont sûrement avoir ce besoin de suivre un plan alimentaire super détaillé, toujours la même chose pour se sentir bien et reprendre du poids de façon contrôlée. Et il y a des filles, elles vont juste faire... il y a une méthode qui s'appelle du all-in, c'est vraiment manger, manger, manger beaucoup et tout ce qu'on veut et reprendre du poids rapidement. Ce qui d'après moi est peut-être la meilleure méthode, je ne sais pas. Et sinon, il y a aussi le mini mode, c'est après la Minnesota Starvation Experiment, où il y a un minimum de calories à atteindre par jour et que c'est toujours 3 repas, 3 snacks. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs formes de guérir, enfin plusieurs façons de guérir, mais que ça dépend vraiment de la personne en fait, et qu'il faut s'adapter à la personne. Et pareil pour les thérapies ou voir un psy, peut-être s'il y a quelqu'un, ça va super bien aller en suivant une TCC, le truc de base où il y a un cadre et ça va super bien aller. D'autres ils vont plus se tourner vers l'hypnose ou la massothérapie ou je sais pas, la sophrologie. Et moi par exemple j'ai une psy mais qui est juste
super, je sais pas comment dire, elle est juste humanitaire et puis elle va pas m'imposer de cadre ou quoi que ce soit. Et puis elle est spécialisée en EMDR, donc on va bientôt commencer le EMDR. Et enfin, je pense que chacun doit trouver sa voie, mais je pense pour aider quelqu'un, c'est vraiment déjà le voir comme une personne et comprendre ses besoins, lui demander de quoi il a besoin pour aller mieux et vraiment de prendre tout ça en compte. Et je pense que c'est la meilleure façon d'aider quelqu'un parce que, comme je l'ai dit, la personne, elle va pouvoir s'en sortir que par elle-même si elle veut vraiment s'en sortir, mais on peut l'accompagner et l'aider dans ce processus. Je dirais, voilà. Qu'aurait-elle besoin d'entendre, de sentir pour se rassurer? Là, je pense qu'elle a besoin d'entendre qu'elle est plus qu'un corps, qu'elle est plus qu'un trouble alimentaire, qu'elle est une personne, qu'elle a de la valeur justement, que si c'est ses proches, lui dire qu'on l'aime, mais pour ce qu'elle est, pas parce qu'elle va mal, qu'on l'aime vraiment. Mon père, une fois au téléphone quand j'étais à l'hôpital, et j'avais l'impression de tout faire foirer, j'ai envie de pleurer là, en parlant. J'avais l'impression de tout faire foirer parce que je faisais tout pour ne pas prendre du poids, j'étais vraiment pas bien. Et il m'a dit, mais tu sais Julia, je suis quand même fière de toi. Et là, genre, c'était juste un truc qu'on m'a dit et puis j'étais juste trop bien qu'on me dise ça parce que je l'avais jamais entendu. Et puis, voilà, je pense faut éviter toutes les remarques sur le poids, sur l'apparence physique ou sur ce que la personne mange, mais plutôt valoriser la personne et lui dire que ma foi, elle doit prendre sa vie en main. Enfin, moi des fois, ma mère elle me disait mais faut que tu te mettes un coup de pied au cul. Et c'est ce qui m'aidait, parce que les personnes qui disent t'inquiète pas, ça va aller, t'as juste envie de leur prouver que ça va pas aller. Hein. Je sais très bien, t'as juste envie de leur dire ok tu me dis t'inquiète pas, ça va aller, dans 2 jours je mange plus. Et c'est vraiment ça, donc des fois en essayant d'être trop positif ou trop tout va bien aller, ça va juste saouler la personne. Et que des fois, faut dire bon t'as qu'une vie, c'est à toi de choisir. Maintenant, tu vis ou tu crèves. Ou je sais pas, moi, ce qui m'aide beaucoup, il y a 2 phrases qui m'aident beaucoup. C'est et si c'était mon dernier repas, qu'est-ce que je mangerais? Et la deuxième, c'est et si la nourriture n'avait aucune valeur sur mon poids ou sur qui j'étais, qu'est-ce que je ferais? Et qu'est-ce que je mangerais? Et ça, ce sont 2 phrases qui m'aident énormément personnellement. Et aussi ce que la personne, elle se rend pas forcément compte dans cette maladie, c'est qu'elle a besoin de repos en fait. Et en fait, moi je faisais juste du sport à l'extrême. Et je pense que le seul besoin en vrai que j'avais, que mon corps il avait, c'était de juste rester dans mon lit. Parce que c'est vrai que je galérais à monter des marches d'escalier ou comme ça. Et la personne en soi, elle va pas s'en rendre compte elle-même parce que la maladie, elle est trop forte. Et ça, je pense qu'il faut obliger la personne à lui dire non, tu fais pas de sport, tu restes un moment là. Voilà, ça, je pense, ça m'a aussi beaucoup aidé. Là, quand j'ai vraiment arrêté le sport, que ce soit mes parents qui me disent non, Julia, maintenant t'arrêtes. Genre, ça m'aide vraiment énormément. Mais c'est vrai que, justement, quand j'avais commencé une TCC, on me disait non, tu peux pas aller en cours, en fait, Julia. Et moi, j'allais en cours. Non, tu peux pas aller au sport, Julia. Et moi, j'allais au sport parce que, en fait, c'était ce que j'avais besoin à ce moment-là. Genre, je sais pas comment dire, je pense que les choses changent, mais le sport, faut vraiment essayer que si vous pouvez, en fait, obliger la personne à ne pas y aller. En fait, parce que son corps, il va pas guérir. Le sport va stresser son corps, on va se sentir mal. Et c'est vraiment le dernier truc à faire. Et j'ai lu des histoires de filles que leur cœur, il s'arrêtait alors que ça faisait peut-être 20 ans qu'elles étaient sorties de leur trouble alimentaire, de leur maladie, mais juste parce qu'elles l'avaient trop usé trop jeune et que leur cœur, il s'arrêtait. Et ça m'a fait vraiment peur. Et un petit conseil comme ça qui m'aide beaucoup moi personnellement, c'est de lire toutes les expériences scientifiques ou tous les faits scientifiques sur la maladie, toutes les conséquences, tout ça, même si je les sais. Les relire, ça fait vraiment vraiment flipper. Et en fait, c'est quelque chose qui m'aide parce que au fond, j'ai pas envie de foirer ma santé, j'ai pas envie de foirer ma vie. C'est juste mon trouble qui est là et quand on voit qu'on est vraiment en risque de mort, que comme souffrent nos organes, enfin tout ce qu'on voit, c'est vraiment affligeant, c'est vraiment flippant. Et aussi ce qui m'a beaucoup aidé moi de lire, c'était la Minnesota Starvation Experiment. C'est une expérience en fait où ils ont mis plusieurs hommes en déficit calorique pour d'abord voir comment ça se passait, je crois pendant la guerre ou comme ça. Et ensuite ils ont pu remanger, mais ils les ont mis pendant 6 mois en pas mal de déficit calorique. Et en fait, quand ils ont pu remanger, on voyait qu'il y en avait certains, ils mangeaient 11 000 calories par jour, enfin vraiment énormément. Et en fait, c'est la réponse naturelle
avoir eu un déficit calorique. C'est la réponse naturelle, mais nous on se l'autorise pas parce qu'on a peur de manger trop, de prendre trop vite, alors que la réponse naturelle c'est pas ça. Ben, en fait, moi, ce que je déteste, c'est justement... Oula. C'est justement ces gens qui disent non, on guérit pas de l'anorexie, on apprend à vivre avec. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est de la quasi-guérison, mais c'est pas de la guérison. Si on reste dans le contrôle, on va toujours, toujours être dans l'anorexie. On peut retrouver un poids sain et être encore anorexique dans notre tête. Je veux dire, c'est juste l'horreur. Et d'après moi, la vraie guérison, elle existe parce que j'ai des connaissances qui m'ont guéri, mais totalement. Et je le sais parce qu'elles me mentent pas. Parce qu'elles me disent que je mange une salade ou un burger, ça a plus aucune influence sur mes pensées, en fait. Et je trouve ça juste fou. Et moi je crois en la réelle guérison, mais pour ça va falloir se pardonner de manger, se pardonner d'être soi-même quoi en fait. Et je pense que, alors vraiment ça existe la vraie guérison, mais en ayant souffert d'un trouble alimentaire, on peut pas se permettre après de faire un régime ou se dire je deviens végane ou végétarienne. Parce que d'après moi, ça c'est pas vraiment une très très bonne guérison parce que si on se permet de faire un régime, déjà c'est notre faiblesse la nourriture, donc on a de fortes chances de retomber dans le trouble. Et si on devient vegan, est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on devient vegan vraiment pour les animaux, pour la nature? Ou est-ce qu'on devient vegan parce que comme ça, j'ai pas besoin d'aller dans une pizzeria où il faudra que je mange une pizza et il y a du fromage, alors je vais pas manger. Comme ça, j'ai pas besoin d'accompagner mes amis au McDo. Comme ça, je suis de nouveau coupée de tout l'aspect social de la nourriture. Vraiment, faut se poser les bonnes questions et d'après moi, pour guérir totalement, faut plus lire. Faites les choses, plus trop penser non plus à la valeur nutritive des choses, juste est-ce qu'on aime cette nourriture, est-ce qu'on n'aime pas, est-ce qu'elle nous fait du bien, est-ce qu'elle nous fait pas du bien, et manger en fait sans trop se poser de questions, pas plus qu'une personne qui n'ait pas souffert de troubles alimentaires, mais d'après moi, on peut vraiment guérir de cette maladie. Mais je trouve dans notre système suisse, français, en tout cas, on prône la guérison par des plans alimentaires, donc c'est toujours rester dans le contrôle. Et d'après moi, ça, ce n'est pas guérir parce qu'on reste dans le contrôle et on n'écoute pas son corps en fait. Et beaucoup de filles qui ont souffert d'anorexie après se tournent vers le fitness ou deviennent guérissent. Enfin, on va dire, elles reprennent du poids mais deviennent orthorexiques. Alors c'est aussi vraiment compliqué et ça d'après moi c'est vraiment compliqué quand même de guérir totalement dans notre société, mais je sais que c'est possible et je pense que tout le monde peut y arriver si on le veut vraiment quoi. Alors oui, il y a beaucoup de choses à faire évoluer là. J'ai envie de dire, premièrement pour les gens, dans leur tête, c'est t'es anorexique, t'es en danger de mort, t'es vraiment maigre, tu ressembles à un squelette, t'aimes pas la nourriture, t'aimes pas manger. Alors que, en fait, non. En fait, la plupart des anorexiques, peut-être je vais vous décevoir, mais elles aiment la nourriture et c'est sûrement pour ça qu'elles sont tombées dans ce trouble. Après, pour la société, c'est t'es boulimique, t'es grosse, tu manges énormément, tu sais pas t'arrêter et ouais, peut-être tu te fais vomir. Mais, en fait, non. Les boulimiques, c'est pire que les anorexiques. Enfin, c'est pas que c'est pire, mais c'est que déjà c'est vachement dangereux aussi et que souvent ça se voit pas parce que la personne peut le cacher pendant longtemps et que souvent la personne a un poids absolument dans la norme. Donc la plupart des gens ne le savent pas. Il y a des filles qui pendant 20 ans sont boulimiques et le diront jamais et qui vivent leur vie avec. Et enfin, vraiment, c'est vraiment quelque chose d'évoluer à évoluer. Je pense que les troubles alimentaires ne se voient pas sur le physique. Donc dans les mentalités à changer, c'est surtout que en fait, on peut pas voir un trouble alimentaire par le physique, alors que beaucoup de gens pensent le contraire. On peut pas dire si quelqu'un a un trouble alimentaire en le voyant, et ça c'est vraiment quelque chose qui est à changer. Et aussi que c'est pas parce qu'une personne remange ou mange normalement qu'elle va mieux, et que vous ne savez pas tout ce que la personne mange, vous savez pas si après elle va faire du sport ou pas. Alors ça c'est vraiment quelque chose à changer. Et ensuite ce qu'il faudrait changer dans notre système aussi, je trouve,
Ben, c'est justement cette idée de plan alimentaire où, ben, moi par exemple, j'ai eu des plans alimentaires où je perdais du poids parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de calories sur mes plans alimentaires. Ou de remplir la personne, enfin de lui faire prendre du poids avec des compléments. Alors que la personne, elle doit justement, d'après moi, retrouver ce plaisir de manger, retrouver pourquoi manger, pourquoi la vie, enfin qu'elle doit remanger et que c'est pas des compléments qui vont l'aider et qu'elle doit vraiment réapprendre à être avec la nourriture. Et voilà. Et dans les autres mentalités justement à changer, que les gens ils savent pas, c'est que pour prendre du poids, faut manger plus. C'est logique. Pour faire un régime, faut manger moins. Pour prendre du poids, faut manger plus. Et ça, les gens souvent ils oublient, ils se disent oui, non mais juste mange normalement, tu prendras du poids. Ben moi j'ai eu des périodes, mais mes parents ils pourraient jurer, je mangeais normalement, je me resservais par moments. Et enfin, je mangeais vraiment normalement. Mais mon poids, il reprenait pas, il stagnait, voire je perdais. Parce que, en fait, nos organes, ils utilisent tellement. En fait, tout ce qu'on donne, d'abord, ben, ça va dans nos organes pour les reconstruire. Et puis, c'est vraiment difficile de prendre du poids. Les gens, ils pensent que c'est super facile, mais c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment difficile, en fait. Surtout quand on souffre d'un trouble alimentaire, parce qu'en fait, on a toutes les pensées encore par derrière. Et des fois, même, on n'a pas l'impression de faire de la restriction. Pour une personne normale, ce serait peut-être pas faire de la restriction, mais en fait on en fait mais inconsciemment. Par exemple, je sais, un exemple tout bête que je fais absolument tout le temps et que j'essaye de lutter contre, c'est je coupe mon lait de soja avec de l'eau. Alors je dois lutter contre parce que pour moi c'est une habitude de faire ça en fait. Par exemple de ne pas mettre de beurre sous une tartine, j'ai envie de vous dire, il y a des gens ils n'ont jamais mis de beurre sous une tartine, mais je sais que pour moi c'est de la restriction de ne pas le faire. Et ça les gens souvent ils remarquent pas, ils pensent pas alors t'as mangé et tout, mais ouais, ou des fois on sait exactement le nombre de calories qu'on mange dans notre tête et on arrive bien à amener les gens du bout du nez et ça les gens ils oublient aussi. Je pense aussi ce qui a évolué, en plus du fait que quand on commence à manger beaucoup beaucoup, les gens ils vont nous dire c'est de la boulimie tout ça et tout, c'est que en fait, par exemple ma première hospitalisation, bon, c'est celle que vraiment qui m'a en soi sauvé la vie, mais en arrivant on m'a mis avec des quarts de portion en fait. Et en fait, ce qu'on se rend pas forcément compte justement ici, c'est que le plus vite on a le plus d'énergie, on, on guérit le plus vite en fait. Et que là ils ont voulu me réadapter, c'était super bien et tout. Mais en soi, j'ai continué d'abord à perdre du poids dans ma première hospitalisation aussi. Et on se rend pas compte de tous les dangers qu'il y a pour nos os, pour notre corps, pour notre santé. Et des fois, les médecins, ils sont juste super gentils. Par exemple, j'ai un médecin qui est super gentil. Il m'a dit non, mais si ça va pas, voilà, tu peux reprendre du poids, genre à ton rythme et tout. Mais on se rend pas compte que chaque année, d'aménorrhée, par exemple, ça veut dire sans nos règles, hein, parce que moi, ça fait bientôt 2 ans, ça nous enlève de la masse osseuse. Et en fait, c'est juste super dangereux. Mais souvent, on n'y pense pas forcément non plus. Et ouais, ce serait bien. En fait, on critique beaucoup, genre prendre du poids rapidement, comme ça, parce que dans notre société, c'est mauvais. Mais dans le cas de cette maladie, plus vite on reprend du poids, le mieux c'est en soi pour notre corps, pour notre santé. Et les professionnels, ils vous diront peut-être que non, que peut-être il faut pas reprendre du poids trop vite et que c'est mieux de reprendre lentement pour notre tête, pour tout ça. Peut-être qu'ils ont raison, mais pour notre santé, c'est pas le mieux. Et le plus vite on atteint un poids normal, on est en sécurité en fait après. Alors clairement oui, parce que on ne connaît vraiment, vraiment pas ces troubles. Comme je l'ai dit avant, les clichés de l'anorexique, c'est t'aimes pas la nourriture, tu manges pas, t'es hyper maigre. Et surtout les gens qui critiquent dans la rue les filles maigres en mode sale anorexique ou comme ça. Enfin, genre, non, vraiment, faut continuer d'en parler, de bien comprendre que c'est une maladie, que c'est pas un choix, que c'est pas une crise de petite fille riche. Et vraiment comprendre que des fois, c'est la maladie qui nous mène du bout du doigt et qu'on n'arrive rien à faire et qu'il faut se faire aider par moment et qu'il faut prendre la décision de s'en sortir, de ouais, que c'est vraiment vraiment dur et complexe je pense comme maladie et c'est pour ça qu'il faut continuer d'en parler. Et je pense que surtout on en parle beaucoup, mais même en rigolant, genre je sais pas, quelqu'un qui va finir un paquet de biscuits, on va lui faire ouais mais t'es boulimique ou quoi, ou enfin voilà, ou comme j'ai dit, une fille maigre qu'on va la traiter de sale anorexique alors qu'elle a pas du tout de l'anorexie peut-être, enfin
on n'en sait rien et c'est horrible. Et justement, peut-être apprendre aux gens à peut-être arrêter les remarques sur le physique des gens, mais pas que par rapport à la maladie, par rapport à tout le monde, à cette société. Peut-être aussi dénoncer un peu cette société qui prône justement la maigreur et l'orthorexie. Et ça, c'est vraiment malsain. Et surtout quand on est jeune, parce que peut-être on est un peu plus influençable. Et je pense les réseaux sociaux aussi, par moments, ils prônent vraiment cette maigreur. Et ça peut être dangereux. Vraiment, ça peut être quelque chose d'assez dangereux, je pense. Ou par exemple, dans ma maladie, on m'a demandé plusieurs fois si j'étais mannequin. Donc en fait, je le prenais comme un compliment. Au début, quand je perdais du poids, j'étais en sous-poids, mais c'était pas trop grave. On me disait waouh, t'es parfaite comme ça et tout. Alors que j'étais juste super malade en fait. Et les gens, ça, ils s'en rendent pas compte. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait continuer de parler de ces maladies et vraiment sensibiliser la population à tout ça. Et aussi, vraiment que tout le monde arrête de faire des remarques, des commentaires sur le physique des autres parce que on sait pas ce que ça peut donner, sur ce que les autres mangent, parce qu'au fond ça nous appartient, c'est à nous ce qu'on mange, c'est notre corps, c'est le nôtre, et les gens ils ont pas à juger quoi. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est genre tes critiques j'en fais mon dessert, et ça je trouve ça résume bien en fait la guérison au bout d'un moment. Dans notre système français-suisse, par exemple, on parle pas du tout de l'extrême hunger, ce qui est super connu, justement en Angleterre, enfin, je crois en Australie aussi, enfin dans ces systèmes, c'est juste la phase où le corps, il va juste avoir vraiment, vraiment faim et besoin d'avoir beaucoup, beaucoup plus que les autres personnes. Et en fait, on connaît pas du tout ça dans notre système suisse, français ici. Et on nous dit, non mais là t'es en train de tomber dans la boulimie. Alors déjà, manger, 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 mais pas se faire vomir, c'est pas de la boulimie, mais c'est de l'hyperphagie, premièrement. Mais non, pas du tout. En fait, on peut pas dire, quand on n'est pas guéri d'un trouble, qu'on tombe dans un autre trouble. Non, pas encore, pas du tout. Et en fait, il faut juste apprendre que c'est une période qui est normale. On peut l'expérimenter, ça peut durer pendant des mois, des jours, peut-être des années, j'en sais rien du tout. On peut ne jamais la ressentir. Et en fait, chaque corps est différent et chaque corps va guérir à sa manière et il n'y a pas une manière juste de guérir. Je pense que le mal-être, souvent, quand il est trop grand, on n'arrive pas à en parler et on a besoin de le montrer d'une autre manière. Et je pense que c'est une addiction en fait, un trouble alimentaire, et on s'en rend pas compte, c'est juste une addiction. Et c'est vrai que dans ma clinique spécialisée, j'étais avec des personnes souffrant d'alcoolisme ou des personnes souffrant de toxicomanie. Et en fait, on a les mêmes fonctionnements, on a vraiment tout ça, et c'est juste une manière à nous de nous réfugier. Même si les gens au départ, ils pensent que c'est l'alimentation, que c'est juste le fait de manger, mais c'est une manière de nous réfugier. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que même si j'étais au plus bas, même si ça allait mal, même si je pleurais, j'étais bien et j'étais confortable dans mon trouble alimentaire. Et c'est très très inconfortable de s'en sortir. Et les gens ils pensent que c'est vraiment confortable le moment où tu t'en sors. Et c'est aussi vraiment difficile. Il y a des moments juste super où tu commences à ressortir avec des amis, mais après tu vas t'en vouloir, tu vas pleurer dans ton lit. Et je pense qu'en fait c'est notre zone de confort. Enfin, notre trouble alimentaire, il devient notre zone de confort. Et je pense qu'humainement parlant, ça c'est important à dire, c'est pas qu'on veut pas sortir de notre trouble, hein. On veut, mais on est juste confortable, on a juste trop peur de s'en sortir, de ce qu'il y aura après, et on a tellement de questions qu'on se pose, et c'est juste horrible. Mais humainement parlant, je sais pas, des fois que je pense ce que je peux dire, c'est justement que on peut aider quelqu'un, on peut essayer de faire qu'il aille mieux, mais c'est qu'à la personne elle-même de s'en sortir, et si elle le fait pas, elle pourra pas. Elle peut avoir toutes les aides du monde, on peut lui donner 1000 hospitalisations, on peut lui mettre une sonde, on peut faire n'importe quoi, mais si la personne ne veut pas s'en sortir, elle s'en sortira pas. Et que d'après moi, on m'a toujours dit non mais tu sais, ta maladie c'est pas une question de volonté, mais si, il faut l'avoir cette volonté pour s'en sortir. Des fois je voulais, j'y arrivais pas, mais faut vouloir encore plus fort pour y arriver, et vraiment ne jamais jamais laisser tomber. Je pense que voilà, et puis il faut apprendre à être bienveillant avec soi-même. C'est quelque chose qui prend du temps, mais faut pas être trop bienveillant en se disant ok, alors un petit bout chaque jour, un petit peu plus et tout.
Non, 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 faut se lancer dans la guérison vraiment, parce que sinon on reste vraiment bloqué dans cette guérison. Il faut se dire, allez, maintenant je m'en sors, j'ai des projets, j'ai une vie, j'ai un avenir, je suis pas plus nulle que les autres. S'il y en a plein qui sont sortis, et moi aussi je vais m'en sortir. Et je pense que, ouais, faut poser, Oula, j'arrive plus à parler, faut penser positif. Oui, bonjour, je m'appelle Nathalie et je suis la maman de Julia qui souffre de TCA depuis environ 2 ans. Donc je vais un petit peu vous parler comment la famille un petit peu a vécu cette expérience douloureuse mais aussi combien je suis fière de ma fille qui combat chaque jour face à cette maladie qui est terrible. Donc nous avons pu observer un petit peu la dégradation de Julia. Et puis au début, j'ai pensé que c'était de l'orthorexie. Donc j'ai alerté mon mari, j'ai dit là, ça va pas. Et puis elle maigrissait tellement à vue d'œil que j'ai vraiment tiré la sonnette d'alarme. Parce qu'avec Julia, le dialogue devenait de moins en moins possible. Et puis elle était dans une forme de déni en disant qu'elle n'était pas malade. Donc là, les premières altercations, différences de point de vue sont apparues. Et puis j'ai essayé de me renseigner autour de groupes de parole, qu'est-ce qui était existant. J'ai consulté un papa qui m'a dit d'aller vers un centre de psychothérapie. On a réussi à prendre un rendez-vous et là j'ai l'impression que ça allait tellement vite qu'il fallait vraiment qu'on active, qu'on ait des rendez-vous, que ce soit chez le médecin pour le somatique, que ce soit chez le psychologue. Bon, bien sûr, Julia n'était pas vraiment d'accord avec nous et n'était pas d'accord de nous suivre chez le psy. Et puis on a mis en place différentes choses. Alors première expérience de psy, ben ça n'a pas été très concluant. Et là, franchement, en tant que maman, en tant que parent, moi je vous conseille de changer de psy si vous voyez que ça ne joue pas avec votre enfant. J'ai suggéré à Julia de faire encore une fois. Et puis si vraiment ça allait pas, on pouvait changer de psy. Après, elle en a une autre, c'est bien allé. Mais après, la situation a empiré. Il faut se rendre à l'évidence que des fois, en tant que parent, ben, on peut pas tout faire et puis qu'il faut faire confiance au corps médical. Et là, on a eu de la chance elle a pu être prise en hospitalisation en urgence. Bon, malheureusement pas dans un centre spécialisé pour l'anorexie, mais au moins ça lui a permis d'être sauvée parce qu'à ce moment-là, elle mangeait 2 myrtilles par repas. Et pour nous, c'était terrible de la voir dépérir comme ça. Il y a eu 5 semaines d'hôpital. Après, ben voilà, chaque fois beaucoup beaucoup d'espoir. Il faut jamais baisser les bras, il faut être positif et puis comprendre que c'est une maladie et surtout que quand votre enfant n'est pas d'accord avec vous et puis souvent en qualité de maman, nous sommes un peu des exutoires, mais il faut pas baisser les bras. Il faut toujours toujours tenir bon, se dire que c'est pas contre vous, mais c'est la maladie qui est contre vous, mais c'est pas votre enfant. Votre enfant, vous devez l'aimer jusqu'au bout, tout le temps, et le soutenir, c'est hyper important. Voilà, puis dans notre parcours, bah, il y a eu plusieurs hospitalisations, malheureusement pas dans des centres spécialisés, une seule fois dans un centre spécialisé, mais qui n'était pas bon pour Julia, ça ne correspondait pas. Il faut se dire qu'ils ont tous des méthodes différentes et qu'il faut pas, il faut essayer de tenir un moment, mais après, si vous voyez que votre enfant il dépérit encore plus, ça sert à rien. Il faut être très patient, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis de l'abnégation. Vous devez sauver votre enfant, vous devez l'amener vers la guérison, en vous entourant effectivement des bonnes personnes, en changeant de psy, en essayant des méthodes, mais prendre le temps de guérir votre enfant. C'est le plus important. Et puis ne pas oublier s'il y a une fratrie, les autres enfants. C'est aussi important parce que toute la famille est impactée. Alors après, chacun réagit à sa manière. Il y a des gens qui préfèrent ne pas du tout dévoiler aux amis la maladie des enfants et ce que nous vivons. Par contre, ben, chacun a son fonctionnement. Moi, je sais que je fonctionne il faut que je parle, il faut que j'exprime. Parce que nous, en qualité de parents, on doit tenir le coup, on doit être bien pour que notre enfant soit bien, pour qu'il voie que la famille, elle ne sombre pas, que le monde, il continue de tourner malgré tout. Mais c'est pas facile tous les jours, bien sûr. Mais là, ben, Julia est dans une bonne phase, donc on est super positif, super content. Je suis très fière d'elle. Super.